Je voudrais appeler à présent Madame Akroun, pour faire la présentation et nous ramener sur le territoire national après cette vision de ce qu'est le conseil d'administration et de ce que devrait être son rôle et ses fonctions. Merci. On voit pas là. Merci, Monsieur le Président de séance. Quelle est la différence? On n'ouvrira pas un débat sémantique sur la question, le temps est précieux et je dois m'en aller très rapidement parce que j'ai une autre visio-conférence que j'ai retardée parce que j'ai donné mon engagement à venir intervenir ici. Donc merci Monsieur le Président du CNES, merci Monsieur Tir de m'avoir fait confiance et de m'avoir convié à cette rencontre. Donc mon sujet porte sur la gouvernance de l'entreprise publique. Le rôle du conseil d'administration, c'est la thématique elle-même de la rencontre, du séminaire. Étant compte tenu de la dimension internationale de ce séminaire, qui met en contact différentes cultures juridiques, différents modes, différentes pratiques managériales, j'ai jugé utile de faire une halte, de passer par une étape sémantique, d'explication sémantique, autour des concepts clés de cette rencontre que sont l'entreprise publique, la gouvernance des entreprises publiques. Qu'est-ce à dire? Cette halte me paraît nécessaire parce que justement nous utilisons des mots EPE, entreprise publique économique. Qu'est-ce à dire? Si c'est évident pour certains, ça l'est probablement moins pour ceux qui nous suivent à travers Internet, en visioconférence, parce que ils relèvent précisément de cultures juridiques et managériales différentes. Donc, l'explication sémantique me paraît intéressante, d'une part. D'autre part, j'ai toujours, dans le cadre de prolégomène, pensé à une approche historiographique de l'entreprise publique. Qu'est-ce à dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fut hier? Qu'est-ce qui a expliqué? Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a guidé l'évolution des différents régimes juridiques qu'a connu l'entreprise publique? Une fois ces préliminaires, le préambule effectué, j'entrerai dans le vif du sujet, non pas que ce qui précède ne le soit pas, ce qui est de déterminer le rôle du conseil d'administrateur en tant qu'organe collégial, mais surtout le rôle de l'administrateur en tant que membre de ce corps ou de cet organe collégial pour mettre en exergue ses droits, plutôt ses obligations, et ensuite, si j'ai le temps, sa responsabilité, ses responsabilités, tant au plan civil qu'au plan pénal, qu'on prenne enfin conscience que quand on siège dans un conseil d'administration, on n'est pas là pour faire, pour ne rien faire, si j'ose dire, si j'ose m'exprimer ainsi, mais pour faire en sorte que ce pourquoi nous sommes dedans, nous sommes là, soit réalisé, exécuté de manière pertinente, de manière efficace. Donc, rôle de l'administrateur, responsabilité de l'administrateur. Commençons par le commencement, la définition de l'entreprise publique. Qu'est-ce que l'entreprise publique? Mais chez nous, en droit algérien. Je vais vous étonner lorsque je vous dirai qu'il y a deux formes d'entreprise publique en Algérie, l'EPIC. Ça étonne, mais c'est une entreprise publique puisqu'elle a une activité lucrative, y compris lorsqu'elle assume des missions de service public, bien qu'il s'appelle établissement public. N'oublions pas qu'EPIC est composé de deux parties, EP, établissement public appartenant à l'État, mis sous la tutelle de l'État, et IC, industriel et commercial, soumis dans ses activités et ses relations avec les tiers au droit
commercial et il doit, lorsqu'il est dans un secteur concurrentiel, faire en sorte d'avoir de la rentabilité et de financer ses activités par ses propres produits, par ses propres revenus. Mais je ne m'attarderai pas sur l'EPIC, c'est pas le sujet de la rencontre. Par contre, l'entreprise publique économique, deuxième forme de l'entreprise économique, qu'est-ce à dire? Eh bien, ce concept a été introduit pour la première fois en 1988 par la célèbre loi d'orientation 88-01, qui définit, figurez-vous, ça nous échappe souvent, et souvent on me dit, attention, tu te trompes lorsque tu dis cela, elle est définie comme une entreprise socialiste, détenue à 100% par l'État ou les personnes morales de droit public, qui sont les collectivités locales, la wilaya et la commune. Cette définition nous rappelle, bien évidemment, c'est un mode de gouvernance dont je parlerai dans un instant, la gestion socialiste des entreprises. Cette définition va être rapidement abandonnée pour permettre justement l'ouverture du capital social des entreprises publiques à des privés dans le cadre des opérations de privatisation, puisque dès 1995, avec l'ordonnance 95-25 relative aux capitaux marchands de l'État, le capital social ne sera plus détenu à 100% par l'État pour considérer que l'entreprise est publique, mais il suffit que ce dernier, que l'État ou les personnes morales de droit public en détiennent la majorité, c'est-à-dire plus de 50%, c'est-à-dire au moins 51%. Autre nouveauté en rapport avec l'ancien paradigme, l'ancien système, c'est que l'entreprise publique sort désormais de la gestion socialiste, de l'empire du droit public, pour être soumise au droit commercial. C'est une société commerciale totalement régie par le code de commerce. C'est ce qui explique qu'elle est un conseil d'administration. La définition de 2001 est toujours en vigueur. Ceci donc pour ce qui est de l'entreprise publique. Approche historiographique, un peu un regard dans le rétroviseur pour savoir comment fut managée, gouvernée l'entreprise publique. Avant la réforme de 1988, comme je viens de l'évoquer, les entreprises de l'État, le secteur public, mais on ne pouvait pas dire le secteur public marchand, le secteur public était managé selon un modèle très particulier qui est celui de la gestion socialiste des entreprises avec comme épicentre, figurez-vous, du pouvoir de décision ou du moins du contrôle de la décision, les travailleurs. Les travailleurs exerçaient un rôle très fort de contrôle sur le directeur général, qui était le deuxième organe de l'entreprise socialiste. Ils avaient le droit de tout contrôler. D'ailleurs, ça a développé une culture qui fait du travailleur aujourd'hui un sacré contestataire au niveau du conseil d'administration, puisque doivent lui être réservées 2 places de choix dans les CA des entreprises qui disposent de plus de 150 salariés et qui a un comité de participation. La gouvernance donc avec épicentre l'Assemblée des travailleurs était assurée par un conseil de direction avec à sa tête le directeur général, et il faut prêter attention à ce que je vais dire, qui agit, je cite, sous l'autorité de la tutelle. Tutelle et soumission à l'autorité de la tutelle, point d'autonomie. Comment? Parce que l'entreprise publique était le bras, je ne dirais pas commercial, le bras économique de l'État. C'était à elle que revenait le devoir de développer l'économie au service du citoyen, l'État algérien étant l'État de tous les travailleurs. Nous en avons encore les stigmates.
Mais depuis l'abandon de ce système en 1980, vers les années 90, plus précisément avec la Constitution de 89, qui consacre de manière très timide, très timorée le libéralisme, ce mode de gouvernance a été abandonné, mais l'entreprise publique est toujours à la recherche de son mode de management. Merci. De son mode de management qui n'arrive pas, qui a des difficultés à se stabiliser, comme je vais vous le montrer dans un instant, mais assez rapidement. Le management, préférant le terme gouvernance, la gouvernance des entreprises publiques a été, merci monsieur, a été en 1988, le secteur public marchand, même si le mot n'était pas encore utilisé à l'époque, il fera son apparition en 95, par des fonds de participation, quelqu'un en a déjà parlé, qui étaient elles-mêmes des EPE. Il ne durera pas le temps d'une rose, l'espace d'un matin, mais ce système durera 6 ans. Et en 1995, on va balayer le système des fonds de participation pour leur substituer les holdings publics qui avaient d'autres rôles, d'autres pouvoirs, d'autres fonctions sur le secteur public, sur les entreprises publiques qui relevaient de leur portefeuille. Là également, 6 ans après, on abandonne ce système suite à un diagnostic, entre guillemets, je ne sais pas s'il y en a eu, suite à un diagnostic qui ne donnait pas satisfaction, on abandonne le système des holdings et on s'est dit, expérimentons les SGP, les sociétés de gestion des participations de l'État, à la faveur d'un nouveau texte, l'ordonnance 0104, toujours en vigueur, mais dans, semble-t-il, la réforme ne saurait tarder. Et puis, pirouette, 2014, on décide d'abandonner les SGP pour leur substituer les groupes. Les groupes, c'est-à-dire la maison mère qui va gérer un portefeuille d'entreprise qui sera défini selon des paramètres, activités ou autres, peu importe. Voilà donc 2014, on revient au concept classique de groupe avec une utilisation inappropriée. Parce que le groupe, comme chacun le sait, je défense des portes ouvertes, c'est un ensemble de sociétés avec à leur tête la maison mère. Or, dans ce contexte-là, la maison mère s'appelait le groupe, alors que c'est l'ensemble qui s'appelle groupe. On est revenu un peu plus tard, semble-t-il, à la raison, c'est ce qui explique le point d'interrogation au niveau de 2020, on revient, semble-t-il, au holding, c'est-à-dire des fiducies, des sociétés de portefeuille qui vont gérer un portefeuille de PE. Voilà un peu d'histoire. Voilà l'histoire du secteur public, de l'entreprise publique. Et voilà comment est assurée sa gouvernance. La gouvernance est une chose. La bonne gouvernance est mieux. Est-ce que, autre question, l'Algérie s'est inscrite précisément dans cette dynamique, dans la dynamique d'implémentation des principes de la bonne gouvernance dont l'OCDE, excusez-moi, dont l'OCDE a défini dans les codes de 2000 deux codes, un pour l'entreprise publique, un pour l'entreprise privée d'abord et un autre pour l'entreprise publique, desquels d'ailleurs se sont inspirés la plupart des réformateurs du régime juridique de la gouvernance des entreprises publiques. Donc l'Algérie s'est inscrite dès les années 2000 dans ce sillage, dans cette dynamique, puisque il existe un programme d'action national en matière de gouvernance qui a été défini dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs attachés au NEPAD, et il inscrit en son sein la gouvernance économique, la gouvernance de l'entreprise, et il invite tous les acteurs
dans le monde entrepreneurial à élaborer des codes de bonne gouvernance. Ce fut fait pour l'entreprise privée, puisque le FCE, en association avec le think tank CAR et l'association des producteurs de boissons, ont mis en place en 2009 un code de gouvernance de l'entreprise, de la PME, de l'entreprise petite et moyenne entreprise privée. Le ministère de l'Industrie, je suppose qu'il y a des représentants dans la salle, a initié également en 2016 une réflexion autour de l'élaboration d'un code d'un code de gouvernance de l'entreprise publique. Donc, il ne faut pas oublier que les questions d'éthique sont aujourd'hui l'épicentre. Le PDG de la Sonelgaz, excusez-moi, j'ai pas retenu votre nom, l'a cité. Ils ont un comité d'éthique, je pense. Sonatrach a aussi un comité d'éthique. Les questions d'éthique sont fondamentales. Et pour ce faire, parce que l'éthique, c'est aussi, à l'instar de la bonne gouvernance, un aiguillon de la performance. Toutes les violations de l'éthique à travers le monde ont abouti à la mort des entreprises qui en sont les auteurs. Mais c'est une bonne chose, mais la réalité est souvent loin de ce qui doit être. C'est pour cela que la gouvernance doit faire les choses de telle sorte à ce que on limite au maximum ce type de dérive et les faiblesses humaines, parce que je le dis très souvent, le plus grand risque dans les organisations, qu'elles soient économiques ou autres, le plus grand risque, c'est le risque humain. Ce n'est pas la personne morale qui fait des bêtises, ce sont les hommes qui sont à leur tête. Donc la qualité des hommes est au centre. Et la qualité des hommes est absolument fondamentale parce que le risque provient de lui. Et d'ailleurs, la loi sur la corruption, la loi 0106 relative à la prévention et la lutte contre la corruption, qui met au cœur du dispositif les administrateurs, figurez-vous, les PDG, figurez-vous aussi, puisqu'ils sont définis comme des agents publics, invite aussi au respect de l'éthique et à la mise en place de codes de gouvernance. Ceci étant rappelé, le tableau étant étant dressé, allons donc vers ce qui est et ce qui doit être, vers l'actualité. Approche sémantique, approche historique. Aujourd'hui, on va être dans la contemporanité, dans l'actualité. Qu'est-ce qui existe? Le droit algérien, le droit commercial avec code de commerce et autres, je vais dans un instant afficher la lourdeur du dispositif juridique qui régit notre sujet. Donc, le droit algérien régissant la gouvernance des entreprises publiques offre aux entrepreneurs deux types de management, de type de gouvernance. Le premier, c'est qu'on appelle classiquement la forme moniste à la française avec un conseil d'administration, organe de gestion et de contrôle de la gestion, et la forme dualiste que vous connaissez également à l'allemande, qui est récemment introduite en Algérie, 1993, et qui est adossée à deux organes, un organe de gestion, qui est le directoire, qui est un organe collégial, et un organe de contrôle, un organe permanent de contrôle de la gestion. Ceci, c'est l'offre légale. Quel impact sur la réalité des entreprises algériennes? Eh bien, réponse rapide, les entrepreneurs algériens, les entreprises algériennes boudent le mode allemand et restent arrimés au mode classique, au mode moniste avec conseil d'administration. Le secteur public marchand l'a pratiqué malgré tout une fois, en 1995, deux fois, en 1995, puisque les holdings publics ont été soumis au mode dualiste. Ils avaient des directoires et des conseils de surveillance qui ont fonctionné conformément à la loi, conformément au code de commerce, et une deuxième fois en 2001, mais avec une démarche très ambiguë.
Nous avions, par l'entremise d'un décret très singulier, le 01-283, portant forme particulière d'organisation des EPE, il s'agissait à l'époque des SGP, un directoire, mais sans conseil de surveillance, en violation frontale avec le code de commerce. On ne peut concevoir un organe de gestion sans lui coller, excusez l'expression peu élégante, un organe de contrôle de sa gestion qui existe pour ce qui est du CA. En fait, on a une forme moniste, mais avec une lacune particulière qui assure le contrôle du management, qui assure le contrôle de l'exécutif. Vous me direz, l'Assemblée générale, certes, mais elle ne se réunit que rarement. Donc voilà un type d'entreprise publique, de PE, les SGP, qui fonctionne sans contrôle. N'est-ce pas ceci qui explique aussi le manque de performance? Eh bien, ce système a été abandonné donc, comme vous le savez, et les autorités sont revenues au conseil d'administration, organe de gestion et de contrôle de la gestion. Les organes sont CA et PDG. Ce n'est pas la peine de vous embêter, c'est nécessaire que ce soit dans la diapositive, mais il n'est point nécessaire de vous embêter avec un listing qui encadre le management, la gouvernance de l'entreprise publique. C'est bon à savoir, mais plus tard, on n'a pas le temps. Mais en fait, il y a un message à travers cela. Il n'y a pas indigence légale. Il n'y a pas indigence légale. Le système juridique est très riche, très détaillé, très conforme, mais nous avons un problème d'effectivité du dispositif juridique. Je ne m'attarderai pas, je vais synthétiser ce dispositif, mais je ne m'attarderai pas longtemps, parce que je n'ai même pas calculé mon temps de parole, mais je crois que je suis encore dans les délais. Parce que j'ai pas encore répondu à la problématique essentielle, quel rôle pour le conseil d'administration dans l'amélioration de la gouvernance, donc de la performance de l'entreprise publique. Si l'on regarde donc les textes qui gravitent ou qui encadrent la gouvernance de l'entreprise publique, notamment les textes d'un organe qui n'a pas été suffisamment cité de mon point de vue, les résolutions et les décisions du CPE, le Conseil des participations de l'État, qui représente l'État propriétaire et qui gère le secteur public marchand et qui ont défini la stratégie et les modes d'organisation. Eh ben, le CPE, pour le CPE, le conseil d'administration doit être le pivot de la gouvernance des entreprises publiques. Mais pas n'importe quel CPE dit une certaine, pas n'importe quel CA. Un CA dont la composition doit être mûrement réfléchie, très ciblée, avec une désignation de personnes impliquées qui répondent de leurs actions. Qui répondent de leurs actions. Mais comment ? C'est ce que l'on va voir. Comment ? On va aller un peu plus vite. Alors, l'État actionnaire qui s'exprime à travers le CPE, qui a à la fois l'évaluation de la rentabilité des entreprises publiques, mais pas que, l'État actionnaire doit donc, qui est en droit d'exiger de son secteur public, de ses entreprises dont il détient le capital social, partiellement ou totalement, il est en droit d'exiger de ces entreprises de la performance. Il a le droit, mais il n'a pas le droit de s'ingérer dans la gestion quotidienne. C'est ce juste milieu entre ce que l'OCDE appelle trop d'État, interventionnisme excessif, ou peu d'État, actionnariat passif. C'est le juste milieu entre ces deux extrêmes qui sont néfastes
Le premier, parce que l'État propriétaire perd le contrôle de ces entreprises. Le second, trop interventionniste, bride les initiatives et le premier dirigeant, le premier responsable de l'entreprise n'ose pas, c'est ce que nous vivons cruellement, et n'ose pas prendre des risques, n'ose pas prendre des décisions parce que pèse sur lui le fantôme de l'acte de gestion pénale. Je préfère ne rien faire, je préfère ne pas déplaire, plutôt que de me retrouver en face d'un juge qui, ignorant le fonctionnement d'une entreprise, va m'appliquer les yeux fermés, sans conscience, le code pénal, alors que chacun sait, la faute de gestion n'est pas une faute pénale. Elle n'a pas à être dépénalisée. Elle n'a pas à être dépénalisée parce qu'elle n'a jamais été une faute pénale et c'est inscrit en lettres d'or dans le code de commerce sous un intitulé responsabilité civile. Mais ceci est la loi, autre chose en est l'application. Donc, voilà ce qui fait qu'en fait, l'entreprise publique comment on pourrait expliquer que l'entreprise publique aujourd'hui ne connaît pas assez de performance, ne répond pas toujours. Je ne me fais le chantre ni l'avocat de personne. Je lis la réalité de l'entreprise. Voilà ce qui explique donc que le secteur public marchand ne répond pas toujours aux attentes de l'État actionnaire qui nourrit pour ce secteur énormément d'ambition et il veut en faire la locomotive, le fer de lance du développement économique algérien. Alors, que faire? That's the question. La question est celle-là. Réformer, nous n'avons jamais arrêté de réformer. Que faire alors? Je dirais, j'ose, au risque de déplaire, libérons l'entreprise publique. Libérons-la, donnons la chance à ceux qui les dirigent, à condition de les choisir de manière pertinente, sur des bases de compétences et d'éthique et d'honnêteté, sur des bases aussi clairement dit, qui permet demain de lui demander de rendre compte, la mise en jeu de la responsabilité étant un des principes fondamentaux de la bonne gouvernance, selon ce que dit, entre autres, l'OCDE, virtuellement présente parmi nous à travers M. Hans. Donc, quelle stratégie pour l'État? Il n'a qu'à choisir ses hommes. Il n'a qu'à choisir ses hommes pour faire en sorte que l'entreprise publique réponde à ses dépenses. Voilà ce qui est attendu depuis un moment, après ces préliminaires, après ce long préambule méthodologique, le vadémécum de l'administrateur de l'EPE. Qui peut être administrateur? Que fait l'administrateur? Qu'est-ce que le conseil d'administration? Que fait le conseil d'administration? Ses rôles, ses pouvoirs, etc. C'est de cela qu'il va s'agir très rapidement, parce que je ne veux surtout pas me faire rappeler à l'ordre par Monsieur Bournan, dont le regard est plus expressif que son verbe, puisque je crois, il me lance un message, Madame, allez à l'essentiel, n'est-ce pas? Non pas que ceci ne soit pas essentiel, ne vous en déplaise. Donc, le conseil d'administration, vous le savez tous, c'est un organe collégial composé d'administrateurs désignés par l'actionnaire, l'État. Et c'est ce qui suit qui est important, sur la base de critères de compétence et d'indépendance. Quelqu'un disait il y a un instant, il ne faut pas que l'administrateur désigné par un ministère parmi
ces fonctionnaires ce que la loi interdit. Un fonctionnaire ne saurait être administrateur. C'est un des cas d'incompatibilité prévu par le code de la fonction publique, mais tel n'est pas toujours le cas. Donc, l'indépendance est extrêmement importante pour permettre justement à l'administrateur d'exercer en toute souveraineté son génie dans l'intérêt de l'entreprise. Merci, Monsieur Bournin, lorsque vous dites « Arrêtons de plaire à celui qui nous a désignés, travaillons pour l'efficience, la profitabilité, la rentabilité, la performance de l'entreprise. Distinguons deux choses, la personne morale et son actionnaire. » N'est-ce pas? Ceci est un vœu, est un souhait qui mérite réellement de se réaliser et d'être en tout cas médité. Quels sont les acteurs du conseil d'administration? Vous le savez, il y a le PCA, le DG, sauf lorsqu'il est PDG, lorsque ce dernier assure également, et l'administrateur. Je ne saurais tout déployer, tout vous présenter. La plupart ont des mandats ou sont à la tête, ont des mandats d'administrateurs ou sont à la tête d'entreprises. Ils savent, je ne saurais développer tout cela, bien que j'en ai fortement envie. La contrainte temps étant ce qu'elle est, c'est n'est-ce pas, Monsieur Bournen? Mais soyez clément, je suis la seule femme intervenante dans ce séminaire. Je demande l'application de la loi musulmane. D'accord? J'aurais peut-être, je compte sur votre clémence pour ne pas m'arrêter au milieu de mon intervention. Le conseil d'administration, organe, disais-je, répétais-je depuis un moment, est un organe de gestion et de contrôle de la gestion. Néanmoins, c'est un organe décisoire, écrivais-je. C'est un organe décisoire, mais qui ne se réunit pas souvent. Il y a des questions de logistique, des questions financières, des questions de disponibilité qui font que le conseil d'administration se réunit généralement 4 fois par an. Peut-on réellement contrôler? Peut-on réellement s'approprier le fonctionnement d'une entreprise, en détecter tous les risques qui pourraient menacer la poursuite de l'exploitation, pour reprendre la terminologie du code de commerce et de la loi sur le commissariat aux comptes? Donc, une réflexion doit être menée à ce propos. Le nombre de réunions du conseil d'administration, ce n'est pas suffisant de mon point de vue. Peut-être que ce qui fait craindre, c'est la rémunération que perçoivent les administrateurs sous forme de jetons de présence. Plus vous êtes présent, plus vous recevez des miettes qui vont peut-être développer vos appétits, mais je dois avouer que, étant moi-même membre de conseil d'administration, je ne pense pas que ceci puisse représenter un écueil majeur. Donc, le fait que le conseil d'administration ne se réunit pas suffisamment est un écueil auquel il faut réfléchir. La composante, c'est tout cela, c'est ce que les gens attendent. Le code de commerce, là est la faille, ne parle que du nombre. 3 à 12, 24 en cas de fusion. Il ne s'intéresse pas à l'essentiel, qui est celui d'exiger, c'est les fameux critères d'éligibilité, d'exiger de l'administrateur un certain nombre de conditions, les conditions d'éligibilité. Donc, le nombre, je trouve, au regard de mon expérience dans le domaine, que le nombre est insuffisant. Le nombre est insuffisant, il est généralement de 5. La loi dit 3,12. Il est généralement de 5. Il est insuffisant lorsqu'on veut injecter les fameux comités spécialisés, qui sont des émanations du conseil d'administration et qui sont censés
apporter l'expertise et le regard critique au conseil d'administration. Donc, le nombre aussi mérite d'être médité par ceux qui mettent en place des CA. L'élargissement ne serait pas une mauvaise chose. J'en viens toujours à propos de la composition du conseil d'administration aux fameux représentants des travailleurs. Nous n'avons rien inventé. La participation des travailleurs, la participation financière des travailleurs, participation aux bénéfices est codifiée par l'article 722 du Code de commerce. Nous l'avons emprunté au droit français. La participation des travailleurs à la gestion, nous l'avons aussi emprunté au droit français, mais nous l'avons hérité de la GSE. Lorsqu'on regarde l'ordonnance 71-74 sur la gestion sociale des entreprises, la place des travailleurs dans le conseil de direction, puisqu'il n'y a pas de conseil d'administration, est prévue. Eh bien, c'est là où le bas blesse. Dans les pays, dans une démarche d'identification à l'entreprise, l'esprit d'appartenance, si j'ai quelques actions, si je suis dans les CA, je suis chez moi, donc je vais faire en sorte que mon chez moi soit le plus rentable possible. Seulement, les fameuses stock options, seulement dans les pays qui ont codifié les premiers, la participation des travailleurs à la gestion de l'entreprise, puiser les représentants parmi les cadres qui ont quand même un minimum de niveau intellectuel d'une part, mais surtout un minimum de maîtrise des métiers de l'entreprise. Or, la dérive, et c'est là où il y a problème chez nous, c'est que souvent, les représentants des travailleurs sont puisés parmi les travailleurs n'ayant aucun niveau, les conseils d'administration, au grand désespoir des PCA. Donc, deuxième point de réflexion, réfléchir sur comment faire en sorte pour mobiliser les cadres dans l'entreprise pour monter au niveau des conseils d'administration. D'ailleurs, le CPE, très conscient de cela, invite les détenteurs des capots, les ministères auxquels sont rattachés les EPE à essayer de recruter parmi les experts et parmi les cadres en dehors de son secteur, indépendance et expertise. Donc, il n'y a qu'à exécuter. Enfin, le rôle du conseil d'administration. Le conseil d'administration, qui est l'organe pivot de la bonne gouvernance dans le système moniste, qui a polarisé toutes les attentions, tout l'intérêt de tous les spécialistes des sciences de l'organisation en général et de l'entreprise en particulier, vous disent, c'est lui qui gère au quotidien. Donc attention, chouchoutons-le, mais surveillons-le, distinguant l'État propriétaire et l'État représenté dans les organes de gestion, notamment dans le conseil d'administration. À ce titre, le CA, bien composé, avec des membres compétents, conscients, intègres, honnêtes, va avoir comme mission essentielle orientée en participant notamment à la définition de la stratégie de l'entreprise, conseiller l'équipe dirigeante et enfin, c'est sa deuxième casquette, contrôler la gestion de l'entreprise. Je crois savoir que ce n'est pas le cas. J'ai aussi une petite expérience en tant qu'administrateur. Je ne crois pas que cela se passe ainsi. Donc, troisième point de vigilance, où il faut travailler pour que le CA exerce et joue réellement son rôle de pivot de la bonne, je ne dis pas de la gouvernance, de la bonne gouvernance de l'entreprise. Écoutez, je crois que je vais passer outre sur les pouvoirs du conseil d'administration, vous les connaissez. Je me suis astreinte à partir du code de commerce à les lister un par un
Mais regardez, c'est la diapo d'après. Est-ce que ça vaut le coup de le dire? Non. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Belmiroub. Je passerai outre, mais je reviendrai sur la diapo d'avant, sur les pouvoirs généraux. Il faut que le CA puisse regarder dans les yeux le PCA-PDG pour lui dire non, je ne suis pas d'accord lorsqu'il n'est pas d'accord. Or, ça ne se passe pas comme ça. Il faut donc une indépendance qui lui permette d'accomplir son rôle en toute sérénité. Je sais que je vais déplaire aux PCA qui sont dans la salle, qui ne m'en veulent pas, mais je suis ainsi. Contribution donc de l'administrateur, plus du CA, à la bonne gouvernance de l'entreprise. 3 conditions sine qua non. Compétence, engagement et rendre compte. Dit-on dans le jargon de la bonne gouvernance par la mise en jeu de la responsabilité. Il appartient à l'État, donc actionnaire, d'élever son niveau d'exigence vis-à-vis des administrateurs qu'il nomme. Il y a une autre question qui fâche, qui est d'ordre juridique, sur laquelle on ferme les yeux, mais qui pose réellement problème. Je parle en connaissance de cause lorsque nous sommes en partenariat, notamment dans le cadre des 49-51%. C'est la qualité d'actionnaire de l'administrateur. La loi est très claire. Elle exige que l'administrateur soit actionnaire. Soit actionnaire, c'est-à-dire détienne des actions. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai jamais eu. Et je suis administrateur. Eh bien, c'est pas grave. Mais dès lors que vous êtes en face de quelqu'un qui, lui, veut se protéger, il va instruire son CAC, son commissaire aux comptes, en général, il y en a un de chaque côté, parfois un nommé. Le CAC est tenu sous peine, le commissaire aux comptes, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, le commissaire aux comptes est tenu de signaler à l'Assemblée générale, dans laquelle siège l'étranger, de signaler que Monsieur Tir, Madame Akroun, Monsieur de la Sonelgaz, administrateurs dans telle société, n'ont pas d'action. Et figurez-vous, c'est la sanction qui est problématique. Toutes les décisions, l'administrateur qui n'a pas d'action est réputé démissionnaire s'il ne règle pas son problème, s'il ne régularise pas sa situation dans les 3 mois qui suivent sa nomination. Vous me direz, madame, ça on sait, c'est que du bavardage, vous pouvez vous en passer. Je vous dirai nini. Parce que il y a des cas où ça a fait mal. Et toutes les décisions qui sont prises par des CA avec des administrateurs qui n'ont pas d'action, qui ne sont pas actionnaires, sont nulles et de nul effet. Et si vous avez le moindre souci avec votre partenaire étranger, il va vous annuler toutes les décisions du CA et vous serez paralysé. C'est arrivé dans 2 partenariats au moins que je connais. Donc, prêtons attention et traitons cette condition qui est celle d'être un porteur d'action. Même si je vous précise, l'obligation d'être actionnaire est écartée de fait, pas de droit, pour les entreprises publiques et pour les représentants des travailleurs au CA. Il y a toute une discussion dessus. Vous avez une série d'incompatibilités sur lesquelles je vais passer, mais elles font partie des conditions d'éligibilité. Quelqu'un qui est condamné pénalement ne peut pas être membre d'un conseil d'administration normalement. Les fonctionnaires n'ont pas aussi le droit d'être administrateur dans les sociétés, c'est une incompatibilité. Bref, je ne vais pas passer en revue toutes les incompatibilités. Vous avez le cumul des mandats, pas plus de 5 pour les personnes publiques, de manière illimitée pour les personnes morales, c'est pour leur permettre d'avoir autant de filiales qu'ils le souhaitent. Quand on a une filiale, on est dans le CA, en tant qu'administrateur, personne morale, et non pas
en tant qu'administrateur, personne physique. Il est interdit à un administrateur de devenir salarié dans l'entreprise. Conflit d'intérêts, on profite d'un statut pour arracher des avantages, c'est interdit. La question de la nationalité a intéressé beaucoup d'États, beaucoup de chercheurs, mais elle n'a pas été prévue elle n'a pas été traitée par le droit algérien, sauf que il existe un décret sur l'administrateur étranger qui doit détenir une carte professionnelle. C'est un décret de 2006 qui régit la carte professionnelle des étrangers et lorsqu'ils sont administrateurs. Donc c'est permis. Mais est-ce que c'est permis dans les entreprises publiques? On sait que oui. De fait, pas de droit, puisque dans les sociétés de partenariat, le partenaire étranger désigne des administrateurs de sa nationalité. Donc c'est une question de fait plus qu'une question de droit. Toujours de cela, il a déjà été question, la question de la compétence. Une question a été abordée aussi, c'est celui de la mixité dans les CA. Les femmes ne sont pas dénuées de toute intelligence et pourraient siéger et faire un apport conséquent dans les conseils d'administration. Nous n'avons pas cette culture et nous sommes très rares dans les CA. Quand je parle de mixité, c'est mixité de genre, homme-femme. Mais il y a un autre type de mixité au CA, c'est de mélanger les générations. Les anciens, qui sont porteurs d'expérience, avec des jeunes qu'il faut coacher pour prendre la relève lorsque les anciens partiront. Donc, réfléchir à toutes ces questions ou en faire des recommandations, c'est pas la première fois qu'on le dit, n'est pas totalement inutile. À force de répéter, peut-être qu'on finira par y arriver. Réfléchir à la composition à la composition du conseil d'administration. Maintenant, le chef d'orchestre au CA, c'est l'administrateur. Et le plus grand chef d'orchestre, c'est le PCA, mais qui est aussi administrateur. Donc, quelles sont ses obligations? N'oublions pas que l'administrateur est un mandataire. Il a un mandat du propriétaire. Il a un mandat du propriétaire et il doit l'exécuter, comme dit la loi, en bon père de famille. Dans le CA, on doit se comporter comme on se comporte dans sa famille, prendre soin de l'entreprise dans laquelle on nous a mis. Obligation de discrétion. Ne rien laisser filtrer des débats qui se sont déroulés dans le CA, mais on dit que nous sommes d'une culture orale. Je dirais, nous sommes d'une culture de fuite. Nous ne savons pas garder confidentielles les informations auxquelles nous avons eu accès. L'obligation de vigilance, c'est la plus importante et la plus difficile à assumer. Obligation de vigilance, ça veut dire, il faut que je sois à l'affût pour détecter, à l'instar d'un CAC, toute situation, tout fait, tout comportement qui pourrait mettre à mal l'entreprise, qui ferait peser un risque de cessation de l'exploitation, comme dirait le code de commerce. L'obligation de loyauté, de diligence, de moralité, de probité, code d'éthique. On conseille souvent que le règlement intérieur du CA soit accompagné d'une charte d'éthique de l'administrateur pour lui rappeler ses devoirs de temps en temps. Écoutez, si Monsieur le Président m'autorise à dire un mot sur la responsabilité, j'y vais. Sinon, je m'arrête. Je l'ai déjà dit. Donc, je m'arrête. Juste, effectivement, quelques mots, peut-être une phrase longue, pour rester dans vos instructions et vos directives. L'administrateur pèse sur l'administrateur deux types de responsabilités, la civile et la pénale. Alors, la pénale,
moi, je crois qu'il ne faut pas la dépénaliser. Ne vous en déplaise, messieurs les administrateurs, parce que on engage sa responsabilité pénale lorsqu'on a sciemment, volontairement, exprès, violé un texte de loi, c'est l'élément légal en matière de responsabilité pénale, et l'élément moral, c'est d'avoir agi volontairement en commettant ce que la loi interdit. Vous savez qu'il faut pas voler. Pourquoi vous volez? Vous voulez que je vous dépénalise? Donc, il faudrait peut-être redéfinir les infractions, je serais d'accord. Redéfinir les infractions, mais dès lors qu'une infraction est une infraction, qu'on la connaît, on doit assumer ses responsabilités. Nous avons, c'est un peu plus long, mais je vais résumer, la responsabilité pénale. La responsabilité civile. Figurez-vous, c'est dans toutes les rencontres, je claironne la même chose, au risque de lasser ceux qui m'ont déjà entendu. Vous savez, avec l'âge, on radote, on répète sans arrêt, et j'en suis victime. La responsabilité civile pour faute de gestion, elle est assurable. Et il y a des compagnies d'assurance, à l'exemple de la Cache, je crois qu'il y a des gens de Sonatrach dans la salle, de AXA, d'autres compagnies d'assurance assurent la responsabilité civile de l'administrateur, du PDG. Il suffit donc, pour se protéger, de souscrire une police d'assurance selon les règles de la compagnie, et au cas où on fait une faute de gestion, on viole la loi, figurez-vous. Je suis tentée de vous afficher la police d'assurance de la Cache, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. La violation de la loi peut être assurée. Et au cas donc vous faites votre faute de gestion, eh ben, ce n'est pas vous qui allez mettre la main à la poche. Vous avez pris un risque, ça n'a pas marché, ça a induit un préjudice à la société, eh bien, c'est la compagnie d'assurance qui payera à votre place. Il faut développer cette culture. Les problèmes culturels sont immenses chez nous, comme celui de beaucoup parler lorsqu'on a l'occasion, comme c'est mon cas aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas vous avoir ennuyé.